Bim. Georges, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Du coup, là, on va faire Blueprint d'un certain Robert Plomin. J'ai pas du tout regardé comment ça se traduisait en français. Blueprint, donc on va dire plan bleu, et jusqu'à ce que je trouve. Et donc le sous-titre du truc, c'est DNA, How DNA Makes Us Who We Are. Et donc, je pense que Blueprint, c'est schéma ou patron. D'accord. Voilà. Je pense que le livre s'appelle pas Patron en français. Non, mais... oui, bref, ouais, t'as raison. si, non, mais ok. Et donc voilà, donc c'est le bouquin d'un gars qui s'appelle Robert Plomin et qui est un psychologue et généticien américain et qui est surtout connu pour ses travaux sur les études sur les jumeaux et sur la génétique du comportement. C'est un psychologue et généticien. C'est ça, ouais. Putain, ils sont... Donc là, ça va être la fusion, quoi. Les ricains, à chaque fois, ils me fascinent d'avoir genre comme ça des compétences complètement non liées ensemble. Enfin, tu vois, genre les mecs, ils sont, il est genre neurologue et genre lanceur de poids, tu vois. Genre, ils me vendent. Je trouve ça trop cool en soi d'être comme ça, pluridisciplinaire et tout. Mais en fait, là, le truc, c'est que ça va vachement jouer qu'il est psychologue parce qu'en fait, là, le bouquin, il parle d'ADN, mais il parle surtout de l'héritabilité des traits psychologiques des gens, tu vois. Donc, est-ce que si t'es un mec enjoué, si t'es un mec extraverti et tout, c'est quoi le rôle de l'ADN là-dedans? Et en gros, le truc que je vais faire, je vais commencer par te coller au tableau en fait direct. Tu peux afficher le tout premier tableau qui s'appelle le tableau 1. Et en fait, c'est un tableau que je vais te demander de remplir. Parce qu'en fait, il te demande de 0 à 100%, chacun de ces traits, à combien tu juges qu'il est génétiquement héritable. C'est-à-dire, en gros, pour faire très très simple, si tu prends des vrais jumeaux qui, eux, partagent 100% de leur ADN, en gros, à quel point ils vont être similaires sur ce caractère-là. Ok. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de tous les faire, par exemple, mais le premier, c'est la couleur des yeux. Alors, à quel point tu penses que c'est héritable, la couleur des yeux? Bah, je dirais que c'est 100%. 100%. Le school achievement, donc la capacité d'avoir des bonnes notes à l'école, à quel point c'est héritable? Je dirais c'est 60%. 60%. Le poids, est-ce que t'es quelqu'un qui pèse lourd ou pas lourd? À quel point c'est héritable? Même chose, 60%. 60%. Ok. Donc on va déjà faire... Ouais. Bah en fait, il y a des trucs, je me dis, c'est intégralement inné, genre tes yeux. Ouais. Et il y a des trucs, je me dis, genre ton vécu et ton éducation, ça peut jouer. Et c'est pas simplement tes gènes. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs, je dis, c'est 60%. Par exemple, le fait d'être gros, dans mon esprit, je pense que oui, effectivement, tu as une certaine morphologie, une certaine corpulence, etc. Une certaine capacité à assimiler les aliments qui est inscrite dans ton ADN à la base. Ouais. Mais après, en fonction de ton éducation, si on t'éduque à bien ou mal manger, aussi ton poids va changer. Ouais. Et du coup, cette partie éducation on t'éduque à bien ou mal manger, je la mets dans le 40%. Voilà. D'accord. Alors, le truc, c'est que t'es pas hyper mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, la bonne réponse sur la couleur des yeux, t'avais dit c'est 100%, là, c'est 95%. Okay. D'accord, la bonne réponse. Ensuite, pour le poids, t'avais dit 60, je crois. Mais là, c'est 70% d'héritabilité. Et pour le dernier, qui était la capacité à avoir des bonnes notes, donc le School Achievement, c'est 60%, l'héritabilité. Okay. Donc là, tu avais deviné. Et en fait, le truc, c'est que quand tu compares à... C'est ouf quand même. Voilà, et quand tu compares à un sondage, parce que là, tu as été bon, mais quand tu compares à un sondage, là, ils ont fait sur 5000 personnes au UK, en fait, les personnes sondées ont quand même une tendance très élevée à complètement sous-estimer l'héritage génétique des différents traits. Donc, par exemple, la couleur des yeux, c'était 77% que le sondage avait donné. Le weight, donc le poids, c'était 40% d'héritabilité. Et le school achievement, donc est-ce que tu as des bonnes notes ou pas, ils avaient estimé ça à 29%. Donc les gens sont vraiment en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et en fait, ce bouquin fait un peu le point sur ce genre de choses. Et en plus, tu as dit un truc qui était un peu clé. Tu as dit, mais l'éducation, ça doit jouer aussi. Et ce bouquin, il va te répondre si ce que tu as dit, c'est vrai ou pas.
Et en fait, tu vas, je pense, tomber de très très haut quand tu vas apprendre la vérité derrière le truc. Ah, le bâtard, la troisième va vous surprendre. Voilà, cliquez ici pour connaître le secret de ce jeune papa. Mais en vrai, je trouve ça vachement intéressant. En gros, si on regarde là, les histoires, ça dit que voilà, il y a plein de choses qui sont en grande partie héritées et qu'on ne choisit pas. Et c'est beaucoup plus la part de l'hérité, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on pense. Mais pour moi, ça a plein de conséquences sur la perception de la vie et la perception des gens et la notion de mérite, tu vois. Bon, après, on va avancer plus loin, je pense, dans le bouquin. Ouais, il va rentrer un peu là-dedans. Ouais. Mais c'est ouf parce que du coup, la notion de libre arbitre, etc. En fait, la vie, c'est absurde du coup. Tu vois, genre, bref. Ouais, ben non, mais c'est vrai qu'il rentre là-dedans et il dit que quand tu sors du bouquin, c'est vrai que tu peux avoir une espèce tu vas être plus clément avec les gens en fait, dans le sens où tu vas te dire, bon là, je fais un résumé très rapide, mais tu vas être clément avec les gens dans le sens où tu vas te dire, mais en fait, ils se sont pas faits en fait. Tu vois. Et donc, tu peux, en ayant une certaine lecture du bouquin, sortir avec une perspective un peu plus positive sur la vie. Et donc en gros, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a quand même été très surpris du bon accueil que le public a fait à son livre. Parce qu'en général, un bouquin sur la génétique, les gens, ils aiment pas ça. En particulier à gauche, ils aiment pas du tout ça. C'est un peu comme c'est vraiment leur kryptonite. C'est l'analogue, moi, je trouve, au réchauffement climatique et aux questions d'évolution à droite. C'est vraiment l'ADN et le comportement. Et c'est vraiment un truc à se faire lyncher de faire ce genre de bouquin. Et en fait, non. C'est-à-dire que globalement, à part quelques cassos, j'ai lu quelques critiques horribles, il a été très surpris du bon accueil. Et globalement, ce que les gens en tirent du bouquin, à la fin, en l'ayant lu, ils disent ce bouquin m'a ouvert les yeux. Dans le sens, j'ai appris des choses fondamentales qui vont changer la manière dont je vois le monde et que je soupçonnais même pas. Donc ouais, c'est intéressant, mais après, je sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais tu vois, ce qui me gêne, moi aussi, parfois, dans ces bouquins d'experts où il y a asymétrie d'information, genre globalement, le lecteur n'y connaît rien à la génétique, c'est que du coup, tu prends un peu en gros, tu regardes l'auteur, voilà, s'il est légitime pour parler de ce sujet-là et s'il est reconnu comme étant un expert. Et après, globalement, tu prends ce qu'il dit comme parole d'évangile, quoi. Oui, il y a ça, et il y a aussi le fait que tu peux aussi lire les critiques du gars. Et il n'y avait pas beaucoup de critiques qui critiquaient la science, malheureusement. Il y avait beaucoup de critiques dites débiles qui disaient je refuse de vivre dans votre monde, dans le monde que vous décrivez. Tu vois, j'ai envie de dire, ouais, bah, ok, enfin, tu vois, genre, c'est juste. Enfin, soit c'est faux ce qu'il dit, soit c'est vrai, tu vois, mais genre, c'est relou, en fait. Non, je suis d'accord. Et je suis d'accord là-dessus, mais tu vois, par exemple, sur l'aspect, genre, voilà, on sait que le poids, c'est hérité à 60%, etc. Ouais. Moi, en soi, je trouve que c'est une information vachement intéressante si elle est vraie. Et je suppose qu'elle est vraie, voilà, parce que. Mais tu vois, genre, quand je lis ce genre de bouquin, je me dis peut-être que il y aura l'expert B qui va venir après, qui sera tout aussi prestigieux, qui va me dire c'est de la merde. Alors, et je me sentirais enflé, tu vois. Alors, il y a quelques trucs qui sont entre guillemets implacables, et c'est le premier avec lequel il commence, c'est qu'en fait, ces pourcentages-là dont on vient de parler d'héritabilité, en fait, comment on sait qu'un truc est héritable à 60% ou à 70%? En fait, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on regarde des jumeaux. Ouais, j'avoue, les jumeaux, c'est la clé du succès. Voilà, donc qui sont censés avoir 100% le même ADN, mais qui ont été adoptés en fait par des familles différentes. Ah, c'est stylé ça. Voilà. Et donc en fait, ça fait ton AB test, quoi. C'est ça. Parce que du coup, t'as ton toute chose égale par ailleurs, quoi. Voilà. Et typiquement, là, si tu peux afficher t'es en train de l'afficher. Là, je crois que juste, attends, je vais vérifier avant de dire des conneries. Oui, voilà. Là, t'es en train d'afficher un graphe qui te montre le poids d'un jumeau en abscisse et le poids de l'autre jumeau en ordonnée. D'accord ? Donc logiquement, s'il y avait corrélation parfaite, si la personne pèse 100 pounds, le premier jumeau, logiquement, le deuxième jumeau devrait avoir 100 pounds, quoi. Ça, c'est si c'était 100% héritable génétiquement. Là, ici, c'est un tableau qui est pour les faux jumeaux. Donc les jumeaux qui partagent seulement 50% de leur ADN. Okay. Et donc, on voit qu'il y a quand même une corrélation. C'est-à-dire que quand un des jumeaux pèse 150 pounds, en gros, l'autre a tendance à peser pas trop loin. Mais on voit quand même que les points sont un petit peu qui se baladent un petit peu sur le graphique, et que c'est pas, enfin, même si on voit la corrélation, c'est pas évident. Mais après, si tu descends au deuxième graphique, qui là par contre c'est le graphique sur des vrais jumeaux, en fait là tu vois clairement
que en gros tu peux tracer une droite, quasiment, entre le poids du premier jumeau et du deuxième jumeau. Donc ici, attention, c'est des jumeaux qui sont adoptés dans des familles différentes. Et Ouais, c'est ouf. Et du coup, effectivement, on voit que vu qu'ils sont quasi, t'as quasi une corrélation parfaite, donc une corrélation à genre 70%. t'as une corrélation à 70%. Ouais, exactement. Voilà. Et du coup, vu qu'ils ont été élevés dans des familles différentes, donc tu vois vraiment que genre, que du coup, Voilà. ça joue vraiment le. Donc ça disons que c'est pas trop débattable, mais peut-être qu'après les interprétations que t'en fais, et on va voir, il y a des limites aussi, il y a des questions qu'on se pose toujours. Là, peut-être effectivement, ça peut devenir débattable. Donc lui, par exemple, il dit, si tu fais la corrélation entre le poids des enfants adoptés et le poids des parents adoptifs, c'est 0. Il y a 0 corrélation. Ouais. Donc tu te dis, mais d'où viennent les 30% en fait? Donc, parce que s'il y a 70% qui est génétique, et qu'il y a 30% qui n'est pas génétique, mais que ton poids n'a aucun rapport avec le poids de tes parents adoptifs, dans ces cas-là, tu peux te demander d'où sortent les 30%. Et il veut juste insister sur le fait que 70% d'héritabilité, enfin, il faut quand même se rendre compte que c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que 25%, c'est un effet que tu verrais, entre parenthèses, entre guillemets, même dans le noir. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet qui te saute aux yeux, quoi. 25%. Donc il faut quand même se rendre compte que 70%, c'est vraiment quelque chose de juste phénoménal. Et donc, pour enchaîner avec ça, pour répondre à cette question, en fait, c'est quoi ces 30%? Il parle d'un phénomène important et très intéressant. Donc avant d'aborder cette histoire des 30%, il appelle ça la nature of nurture, et en français j'ai essayé de traduire par la génétique de l'environnement. Et donc en fait il dit qu'il y a pas mal de phénomènes où on va avoir tendance à croire que c'est l'environnement qui joue, mais en fait ça va être la génétique qui va jouer. Par exemple, tu vas avoir des parents qui vont lire à leurs enfants, mais en fait tu vas te rendre compte qu'avec les études de jumeaux, qu'en fait ils lisent surtout à l'enfant parce que l'enfant il aime qu'on lui lise en fait. Ou alors l'enfant va dire qu'il est dans un environnement stressant, mais en fait un autre enfant dans ce même environnement, il n'aurait pas trouvé l'environnement stressant. Le divorce, on pense que c'est environnemental aussi, alors que ça peut être aussi très fortement lié en général à la personnalité des parents. Être exposé aux drogues, se faire victimiser par une brute à l'école, souvent on qualifie ça comme étant environnemental, alors que les études de jumeaux ont tendance à montrer que pas tant que ça en fait. Les accidents automobiles aussi. Est-ce que ça te paraît clair Ouais, non mais par exemple, se faire victimiser à l'école. Ouais. Quand t'étudies les jumeaux, du coup, t'étudies des vrais jumeaux qui vont dans la même école et avec la même éducation. Et en gros, il y en a un qui se fait victime et l'autre non. Il y a une corrélation, ouais. Non, au contraire, les deux se font victimes, du coup, c'est ça. C'est ça. Si tu regardes le pourcentage de jumeaux qui vont se faire victimiser par une brute à l'école, tu peux te rendre compte qu'il y a une corrélation et que c'est pas purement environnemental. Ok. Voilà. Donc après, là, il donne pas les chiffres. Hein. Ouais, okay. Il donne pas les chiffres. Okay. Donc il essaye juste de dire qu'en fait, il y a certaines choses on pourrait croire que c'est purement environnemental. Et en fait, c'est pas. Enfin, faut se méfier en fait. Ouais. Voilà. Donc une autre. Ouais. Vas-y. Ouais, en fait, c'est genre. Ce qu'on a dit, genre les trucs, genre le divorce, se faire victimiser à l'école. En fait, tout ça, c'est un peu lié à la personnalité. Et du coup, ça dépend de quel type de personnalité t'as. Voilà. Et être sensible aux drogues, etc. Si t'as une personnalité qui est facilement addict, ou qui a envie de s'échapper, ou si t'as une personnalité un peu réservée avec un manque de confiance en toi, voilà, tu te fais bolos à l'école, etc. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est effectivement le prolongement du tableau qu'on a vu au début, qui est qu'on a pris des trucs un peu simples, genre le poids, les yeux, la capacité de réussite à l'école. Mais effectivement, si tu vas plus loin, donc ce qu'il dit, ce que je comprends, c'est que l'ensemble de ta personnalité, en fait, il est assez majoritairement déterminé par tes gènes, quoi. Et c'est vraiment un phénomène qu'on n'avait pas forcément compris au début, qui est qu'en fait, une personne modifie et adapte son environnement, en fait. Ouais. Et c'est pas que de... Enfin, l'environnement, c'est pas que de l'environnement, et c'est pour ça qu'il a ce nom particulier qui est la génétique de l'environnement. C'est vraiment que chaque personne... pour un même événement, tu vas avoir des gens qui vont être stressés, des gens qui sont pas stressés.
et donc de qualifier l'événement d'événement stressant. Mais donc en fait, si je comprends bien, c'est contrairement à ce qu'on pense, c'est que c'est moins l'environnement qui affecte et qui façonne les gens que l'inverse en fait. C'est que les gens, ils ont une personnalité préétablie liée à leur gène, en majorité on va dire, et du coup c'est cette personnalité-là qui va façonner son environnement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que le facteur le plus important, limite, c'est la... Là, je t'arrête parce qu'il en est pas encore là, en fait. Là, pour l'instant, il a juste dit qu'il y a des trucs contre-intuitifs où on dirait c'est de l'environnement, et en fait, ça l'est pas, quoi. Okay. Tu vois, et que tu façonnes... Mais effectivement, après, on va aller plus dans les détails. Il y a une autre notion importante dont il veut parler, c'est que l'héritabilité, parce que là, tout à l'heure, on donnait des pourcentages d'héritabilité, mais l'héritabilité augmente avec l'âge. Donc, typiquement, si tu prends le QI, tu vas avoir une héritabilité de 40%, 55%, 65%, respectivement, quand tu passes de l'enfance à l'adolescence, à jeune adulte. Donc, il y a vraiment cette notion que plus le temps passe, en fait, plus tes gènes vont dicter leurs lois. En gros, plus le temps passe, plus tu ressembles à tes parents au même âge. Exactement. C'est ça. Donc, effectivement, il y a une phrase dont il dit qui n'est pas familier avec la phrase « Oh putain, je deviens comme mon père ». Ouais. Et putain, c'est ouf, moi aussi, je deviens comme mon père. Voilà. Et donc, il dit que c'est un procédé qui est appelé amplification génétique, parce qu'il dit les gens qui partent avec un avantage au niveau du QI, ils vont faire les amis qui vont bien, ils vont acheter les livres qui vont bien, enfin, ils vont faire tout un tas de trucs qui vont bien. Et ce phénomène d'amplification génétique va faire en sorte que au final, à la fin, ils vont finir par converger vers une véritable héritabilité de leurs traits, quoi. Putain, c'est horrible. C'est-à-dire que, genre, en gros, tes traits, ils s'accentuent au fil des âges, mais du coup, qu'ils soient positifs ou négatifs, quoi. Donc, si ton bagage de base, si ton trait, il est plutôt dépressif, violent, putain, t'es païen, mais c'est d'une triste, c'est horrible, putain. Oui, non, ça te dit clairement qu'il y a des gens qui peuvent partir très loin de la ligne de départ. Ouais, et du coup, t'es dépressif violent, au fil des années, tu t'isoles de plus en plus, et du coup, tu deviens de plus en plus dépressif. Oh là là là. Non, c'est pas ouf, mais bon, voilà. Un autre truc intéressant, et ça, je l'avais pas en tête avant de lire le bouquin, c'est qu'il dit que quand on parle de génétique, c'est facile de tomber dans l'hypothèse qu'il appelle l'hypothèse du gène au God. Et donc, en problème... Oh God. Voilà, c'est ça, c'est un jeu de mots. Et donc, il dit que c'est pas du tout comme ça que ça marche, dans le sens où c'est pas un gène qui fait que tu vas être gros. T'as pas le gène du gros, t'as pas le gène de la personnalité X, t'as pas le gène du QI. Ça existe, c'est pas comme ça que ça marche. C'est toute une myriade de gènes qui vont contribuer un tout petit peu à chaque fois à faire en sorte que ton trait soit plus ou moins prononcé. Et donc, comme sur la taille, par exemple, où tu as tout un spectre de taille, t'as pas un gène où tu fais 2,20 m et un gène où tu fais 1,50 m. Il y a tout un spectre. En fait, c'est dû au fait que tu as vraiment une myriade de gènes qui vont venir contribuer à la taille que tu fais. Et donc, il dit que ça se retrouve aussi dans les traits psychologiques. Donc, il a une phrase qui ressort souvent, il dit « l'anormal est normal ». Et donc, en fait, les problèmes psychologiques sont un spectre. Donc, quand tu dis que quelqu'un est schizophrène, en fait, il peut être plus ou moins schizophrène. C'est quand même une conclusion importante. Oui, c'est que c'est pas binaire, c'est pas booléen, c'est pas genre il est on ou off. Il est plus ou moins schizophrène vu qu'il y a X gènes qui contribuent et qui interagissent entre eux pour aboutir à la schizophrénie. Ouais. Du coup, il peut être schizophrène puissance 1, puissance 2, puissance 15. Quoi. Ouais. Et lui, c'est cool parce que c'est bien, je trouve que ça introduit un peu de nuance dans la vie. Quoi. Ah, c'est comme les autistes, tu vois, il y a tout un spectre de l'autisme. Tu peux être autiste Asperger, autiste nanana. Et je pense qu'effectivement, je crois que les autistes sont assez sensibles là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas t'es autiste, t'es pas autiste, et que c'est une variété de personnalités différentes. En fait. Et c'est pour ça qu'en anglais, d'ailleurs, quand t'es autiste, je crois qu'on dit que t'es on the spectrum, et donc que t'es sur le spectre. Et donc, effectivement, ça va dans ce sens-là. Et lui, il compare ça, il dit c'est comme si tu faisais plus de 2 mètres, et qu'on te disait t'as une maladie qui s'appelle le gigantisme, tu vois. Ouais, d'accord. Et genre, ça peut être un peu l'analogie. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en plus c'est moderne, en plus ça va bien avec par exemple le genre. Tu vois, aujourd'hui on dit après je sais pas si ça s'applique en l'occurrence, mais je vais te dire. Mais aujourd'hui on dit voilà,
le genre, c'est un spectre, en fait, c'est pas binaire, t'es mec, t'es meuf. Ouais. Et c'est un peu dans l'air du temps, etc. Et du coup, ça appuie plus ou moins ça aussi, non? Bah, là, lui, il en parle pas, mais pourquoi pas? Enfin, honnêtement, Ouais. pourquoi pas? Ça pourrait aller dans ce sens-là, ouais. Après, les études de comparaison genrée, femmes-hommes, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas faire l'étude des jumeaux. Ouais. Et donc, tout de suite, ça te complique. Parce que les vrais jumeaux Ouais. sont forcément du même sexe. Hein. Et donc, forcément, bah, du coup, ça complique un peu le truc, quoi. Mais c'est marrant, tu sais ce que tu disais sur le fait que c'est une variété de gènes qui contribuent à différents comportements ou traits physiques. Parce que tu sais, en ce moment, je sais pas, depuis on va dire 5 ans ou un peu moins de 10 ans, il y a le séquençage de l'ADN, c'est devenu de moins en moins cher. Ouais. Ça a coûté, genre on l'a séquencé pour la première fois en je ne sais quelle année, genre en 2003 ou j'ai oublié. Ouais, Et ça coûtait la peau du cul et c'était une collaboration de chercheurs du monde entier. Et là, au fil des années, maintenant, ça coûte, je crois, 300 euros. Genre, il y a divers boîtes pour la plupart américaines qui te permettent de séquencer l'intégralité de ton ADN. Ouais. Et du coup, sur la base de ça, ça a deux utilités. Un, génétique, ça te permet de te dire t'es 10% caucasien, 20% quebla, 30% machin, et du coup, ça nique les racistes. Et c'est intéressant de trouver des machins. Et la deuxième utilité théorique, c'est de prévenir des maladies. Parce que du coup, en fonction de la prévalence de certains gènes chez toi, ça te dit, ok, t'as une assez forte probabilité de contracter Alzheimer ou de contracter l'arthrose, etc. Ouais. Et ça, c'était la promesse, soi-disant. Mais justement, ça n'a jamais délivré, en fait. Ça n'a jamais délivré. Et après, moi, je ne m'y connais pas, mais du coup, j'en déduis que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a jamais délivré. Et même, ça a été interdit en France. Maintenant, en France, tu n'as pas le droit de faire cet aspect-là, prédictif des maladies. Tu as juste le droit de faire l'aspect génétique. Ouais. Ça a été interdit. Du coup, je suppose, parce qu'effectivement, ce n'était pas fiable, parce qu'en fait, il y a toute une variété de gènes et on n'a pas encore réussi à comprendre de manière suffisamment fiable l'interaction entre ces gènes-là pour pouvoir délivrer des prédictions. Ouais, alors tout ce que tu dis, c'est vrai, et je pense qu'on va comprendre un peu mieux, parce qu'il rentre dans Alzheimer, il rentre dans tout ça, et on va l'expliquer. Et oui, effectivement, le site pour faire analyser ton ADN, c'est 23andMe. Et effectivement, quand tu te fais livrer en France, tu peux que avoir l'ancêtre, les ancêtres. Tu peux pas avoir la santé, donc c'est interdit. Par contre, dans les autres pays, c'est autorisé, comme l'Angleterre. Bon, voilà. Moi, j'ai de la chance d'avoir un frère jumeau en Angleterre, donc je vais pouvoir faire séquencer mon ADN. Mais c'est pas vrai. Mais je vais me débrouiller. Mais voilà, donc effectivement, c'est interdit en France, ouais, la santé. Et tout ça, il va l'expliquer plus en détail. Mais globalement, t'étais vraiment pas loin de la cible quand tu disais ça. Donc, bon, après, il donne des exceptions notables. Il dit les opinions religieuses et la délinquance, par exemple, c'est quelque chose où ton éducation va jouer. Voilà. Mmh. Et en gros, il va dire un truc hyper contre-intuitif, qui est le fait que l'éducation, si on prend un trait très simple, où en gros, tu sais, on a dit que en gros, les traits psychologiques, c'était à peu près 50% d'héritabilité génétique. Et on se demandait d'où viennent les 50% autres. Lui, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est l'environnement qu'il appelle partagé, donc l'environnement à la maison, donc tes parents, ça joue à 0% sur ton trait de personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends des enfants qui n'ont pas de lien génétique, qui ont été adoptés et qui vivent dans la même famille, ils vont être corrélés à 0%. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quand même une des grosses trouvailles, c'est que l'environnement, donc ça s'appelle l'environnement partagé. L'environnement partagé n'a pas d'influence sur les traits. C'est-à-dire, tu prends des familles où il y a des enfants adoptés, voilà. Et tu compares les enfants, soit les enfants adoptés entre eux, s'ils viennent pas du même endroit, soit les enfants adoptés avec les enfants génétiques. Et en fait, ils se ressemblent pas du tout en termes de personnalité. C'est ça. Il y a zéro de corrélation. C'est ouf. Zéro, pas un peu, zéro. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Alors que par exemple, ils pourraient tous être cathos, parce que là, il y a une corrélation. Voilà, il a dit les exceptions, c'est bon, les deux qu'il a cités, c'est peut-être les plus grandes. Donc, si ton frère fait de la merde, tu vas être délinquant, et opinions religieuses et politiques, ça c'est héritable. Et en fait, d'où viennent les autres 50%? Parce que du coup, s'il y a 50% qui est génétique, et ce qui se passe à la maison, ça compte pas. Les autres 50%, ils viennent de ce qu'on appelle l'environnement non partagé. Et en fait, c'est tout ce qui se passe en dehors de la maison, qui sont une pléthore d'expériences qui sont complètement aléatoires,
tellement aléatoires qu'en fait ça devient de la chance. C'est pas forcément des grosses expériences, type une grosse maladie ou un truc comme ça, même si ça peut énormément jouer. Mais ça va vraiment être un enchaînement de tout ce qui se passe à l'extérieur, des petits trucs qui font que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Tu sais, les espèces de jeux où t'as une bille qui tombe et qui frappe différentes... je sais pas comment expliquer, différents petits bouts de bois. À chaque fois, ça peut tomber soit à droite, soit à gauche. Et à la fin, c'est tombé genre à un endroit où tu peux pas du tout prévoir. Et en fait, voilà, lui, il compare ça à ça. Et il donne l'exemple de l'histoire de Charles Darwin, de comment il est arrivé sur le Beagle. Donc c'est le bateau où il a fait son grand voyage, où il a pu inventer la théorie de l'évolution. En fait, c'est juste qu'il y a le capitaine du bateau, il était phrénologue, phrénologiste, et donc il lui a dit ouais, ton nez il est stylé, donc je voulais pas te prendre, mais en fait ton nez il est stylé, donc je te prends, tu vois. Son nez indiquait de la détermination, tu vois. Ah ouais, et donc, voilà, parce que phrénologue, c'est quand t'es un kiffeur de nez. Tu t'aimes bien étudier la tête des gens quand on c'est génial. Il me semble. Albatard, et donc voilà, il dit genre ça joue à rien, tu vois. Et donc c'est ce qu'on appelle le non-shared environment. Okay. Et donc si vous voulez un peu le vocable, donc effectivement il y a l'héritabilité génétique, il y a le non-shared environment qui est genre le reste du coup de pourquoi t'es comme tu es, et le shared environment qui joue du coup à 0% quasiment tout le temps. Voilà, si je veux récapituler. Donc en fait, il dit deux choses qu'il faut bien garder en tête. Quand on dit que... Là, en fait, on est quand même en train de dire que les parents ne font pas la différence. Ouais, c'est ouf. Bah après les parents, ils peuvent faire la différence quand même sur le non-shared environment, dans le sens où ils peuvent établir... Genre, ils peuvent te pousser... En gros, les expériences que tu as en dehors de la maison, effectivement, il y a une énorme part d'aléatoire parce que c'est un enchaînement de trucs divers et variés, genre quel pote t'as finalement, le fait que est-ce que tu vas au lac avec ton pote ou est-ce que finalement tu vas au machin. Donc ça, je comprends tout à fait le côté aléatoire. Mais par contre, genre, tes parents, ta famille peut t'inscrire au karaté plutôt que à la danse. Ils peuvent t'emmener en colo à tel endroit plutôt que l'autre. Donc je pense qu'effectivement, ils ont quand même un impact sur le non-shared. C'est là où il faut faire attention. Parce que la réponse est non. Mais en fait, il y a quand même deux choses à garder en tête. C'est que il dit la génétique décrit ce qui est et pas ce qui pourrait être. C'est-à-dire que même si le comportement des parents, en moyenne, tu le retrouves pas, c'est-à-dire que la corrélation c'est 0, il n'y a rien qui te dit que individuellement, dans une famille, tu peux faire la différence en faisant quelque chose en tant que parent. Là, on parle de moyenne. En moyenne, la corrélation c'est 0. Donc voilà. Oui, mais enfin... Si en moyenne, la conversation, le truc, c'est l'héritabilité, c'est 0. Enfin, l'influence des parents, c'est 0. Ouais. C'est-à-dire que même individuellement, c'est 0, en fait. Bah, non, mais imagine... tu vois, mathématiquement, tu vois ce que je veux dire. Bah non, parce que tu vas avoir des parents qui vont réussir à... Oui, mais du coup, l'autre, il est à moins. Voilà, c'est ça. Mais ça n'existe pas à moins. Bah non, mais j'en sais rien. Si tu veux que ton enfant soit plus sympa, tu vas essayer de faire un truc. Okay. Dans la famille A, il va être plus sympa. Et dans la famille B, les parents, ils vont pas réussir et il va être moins sympa. Okay. Voilà. Donc, non, mais ce qu'il dit, c'est que c'est une moyenne. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Ouais, je vois, bref. Mais non, mais c'est juste que j'ai du mal avec ça parce que, genre, pour moi, quand une moyenne est égale à 0, c'est-à-dire que si une moyenne est égale à 0 et il n'est pas possible d'avoir des chiffres négatifs, c'est-à-dire que tout le monde est 0. Et moi, pour moi, en l'occurrence, on est dans ce cas-là. Bah, imagine, t'as 1000 personnes qui n'ont pas réussi à faire la différence, mais qu'il y a une personne qui a réussi à faire la différence. Un parent qui a réussi à faire la différence. Ah oui, la moyenne, elle est 0,0. Oui, voilà. Donc là, t'es bien. Je comprends. Okay, c'est à peu près 0. Quoi. C'est ça. Et ensuite, il dit les études décrivent les choses dans le cadre de la normale. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que c'est des études qui sont faites sur des jumeaux adoptés et que, en gros, c'est dans une société donnée. Donc c'est dans une société donnée où quand même les parents quand même ont tendance à se comporter d'une certaine manière et d'une certaine manière où ils vont faire attention à leurs enfants, ils vont s'occuper d'eux et tout. Ça dit pas que tu peux devenir un énorme connard avec tes enfants et qu'il va rien se passer en fait. Je comprends. C'est parce que là tu vas dévier de la normale, tu vas dévier des statistiques. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une société où les parents font quand même un peu gaffe d'être des bons parents. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Et donc oui, c'est vrai, c'est important de dire ça parce que moi je pense j'ai une amie qui a dirigé un foyer pour l'enfance, tu vois. Et les foyers pour l'enfance, c'est typiquement les enfants qui ont été retirés, dont on a retiré la garde à leurs parents
Ouais. Parce que leurs parents, soit eux-mêmes, ils ont abandonné leurs enfants parce qu'ils pouvaient pas assumer financièrement ou autre, soit juste de fait, ils pouvaient pas assumer leurs enfants parce qu'ils sont alcoolos, drogués, violents et autres. Et du coup, ces gens-là, on peut pas leur dire. Non, t'as bien fait ton taf, ça change rien. Ouais, on peut pas leur dire t'inquiète, ça change rien parce qu'on constate de fait sur les enfants qu'ils sont traumatisés de ouf. Oui, donc c'est effectivement dans un environnement normal, c'est ça. relativement. Enfin, il y a un certain nombre de prérequis pour que ce 0 soit valide. Voilà. Enfin, moi, c'est pas de lui l'exemple, mais en gros, l'exemple que je donne, c'est imagine t'as un gène qui fait que s'il est activé, t'es très grand. Et imagine sur une île, tout le monde a ce gène-là. Mais imagine que. Mais il se trouve que sur l'île, tout le monde est tout petit. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Dans mon exemple, en fait, ce gène, il peut être activé que si tu manges des kiwis. Et sur l'île, il n'y a pas de kiwis, tu vois. Ouais. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le gène, il faut aussi avoir les conditions, en fait. Donc oui. Tu vois, pourquoi les gens n'étaient pas grands il y a 500 ans? C'est juste qu'ils devaient sûrement avoir le gène pour être grand, ou la série de gènes, on a vu, mais qu'ils n'avaient pas la bouffe ou je sais pas quoi pour activer le truc. Donc c'est important de bien comprendre quand même ces effets-là. Là, tu rassures un peu la gauche aussi. D'accord, je suis content. Tu caresses un peu nos amis de gauche. C'est vrai, parce que du coup, effectivement, il y a des gens peut-être qui n'ont juste pas les conditions pour que leur gène puisse s'exprimer. Ouais. Ou ils ont les conditions pour que des mauvais gènes s'expriment. Après, ce qu'il dit, c'est que c'est quand même très rassurant comme conclusion dans le sens où ça ôte un poids aux parents. C'est-à-dire que les parents, c'est pas des jardiniers ou des modeleurs d'enfants. Tu vois, quelque part, ils sont pas là pour s'occuper de leur enfant, pour les changer. En fait, l'enfant, il va devenir qui il est. Donc, en un sens, c'est beau. Et les parents, ils ont plus qu'à s'occuper de lui, en fait, pour voilà, lui il dit c'est une des relations les plus importantes de ta vie, la relation que tu as avec ton enfant. Et même si tu peux pas forcément changer son futur, au moins tu peux rendre son présent heureux. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose d'incroyable de se dire ça, quoi. Que en fait, vas-y, enjoy ta relation avec ton gosse. Et peut-être que tu peux cadrer 2-3 trucs pour changer son avenir. Mais voilà, peut-être t'as pas besoin d'avoir une pression phénoménale non plus sur donc il dit ça peut être un grand ouf de soulagement pour certains parents. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est ça. Bon, moi je suis pas parent, mais j'imagine que effectivement ça t'enlève une grosse pression sur. Ça t'enlève déjà une grosse pression sur le fait de vouloir absolument influer positivement sur la vie et le futur de ton enfant. Et ça t'enlève une grosse pression aussi, c'est que si parfois ton enfant est malheureux ou il lui arrive des misères pour différentes raisons, tu te dis que c'est pas nécessairement de ta faute aussi, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est faux. Lui, il dit qu'il faut sortir un peu de cette logique de je modèle mon enfant comme de la pâte à modeler, que c'est pas forcément quelque chose de sain, quoi. Et du coup, là c'est en Angleterre qu'ont été faites les études. Mais ce qu'il a fait qui était vachement intéressant, c'est qu'il a comparé en gros les écoles qui sont considérées comme de bonnes écoles. Donc en gros, c'est les écoles qui sélectionnent en Angleterre. Et il a comparé ça avec les écoles entre guillemets normales, qui sont considérées comme moins bien. Et en gros, ils ont un test qui s'appelle le GSCE, qui doit être, un test national où en gros tu peux tester les enfants avec la même méthode. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que si tu normalises par la réussite des enfants avant de rentrer dans ces bonnes écoles, si tu tiens compte avant le processus de sélection, en fait, tu te rends compte que les écoles donnent pas forcément de meilleurs résultats au GSCE, moins de 2%, il dit. C'est-à-dire que si tu es un enfant qui est chaud, mais que tu as choisi de rester dans une école qui était moins bonne, en tout cas en Angleterre, je précise, tu vas rester chaud. Tu vas rester chaud, voilà. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que c'est en Angleterre, tu vois. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que quelque part, c'est ça fortifie un peu le système anglais, dans le sens où ça met en valeur le fait que l'ascenseur social est pas si grippé que ça en Angleterre, d'après lui, si les enfants bénéficient pas tant que ça d'être dans une meilleure école, en fait, s'ils bénéficient à moins de 2%. Ouais. Après, je vois, mais je pense que ça mérite quand même qu'on s'y attarde un peu, parce que c'est quand même bizarre comme conclusion de se dire... c'est très bizarre. C'est très bizarre, quoi, quand même. C'est très bizarre.
enfin, tu vois, par exemple, en France, après, peut-être en France, c'est un autre environnement, etc. Mais on constate quand même, après, j'ai pas les statistiques, tu sais, il faudrait regarder plus précisément, mais on constate quand même que dans les comités d'entreprise, de comités de direction d'entreprise, chez les très hauts fonctionnaires, chez les dirigeants politiques, etc., les gens viennent toujours des mêmes écoles. Et si ce raisonnement s'appliquait, ils devraient pas, du coup, d'après ce que tu me dis. Encore une fois, j'ai un peu réfléchi à ce que tu dis et je pense que la réponse est dans le fait que c'est une moyenne et que probablement que les gens qui sortent du lot, en fait, ils font pas assez de poids dans la moyenne. C'est-à-dire que les super entraînés, ceux qui ont besoin d'avoir un super entraînement, probablement que dans la moyenne, ils vont pas faire ressortir le phénomène dont tu parles. D'accord. Mais je pense que c'est indéniable que quand tu es dans le 1% au-dessus et que tu te fais surentraîner par tes parents, je pense que c'est indéniable que tu te retrouves avec un gros avantage. Il rappelle que qu'une égalité d'opportunité ne veut pas dire égalité de résultat. Nous ne sommes pas identiques. Il dit que ce qui est important en démocratie, c'est que les gens soient traités de façon juste, malgré leurs différences, justement. Voilà. Alors, est-ce qu'on va vers un monde de caste génétique, où en gros les parents qui sont doués, qui ont les traits de caractère qui sont intéressants dans notre société, est-ce qu'ils vont pas reproduire des enfants qui ont les mêmes traits de caractère? Et lui, il dit que non, pour 2 raisons. Parce que déjà, le non-shared environment, donc l'environnement qu'on ne partage pas, c'est aléatoire. Donc c'est un bruit aléatoire, et c'est un bruit aléatoire énorme, puisque c'est 50% environ. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les enfants sont seulement 50% similaires aux parents. Donc imagine si tu as des parents qui ont 130 de QI, et la moyenne de QI c'est 100, alors à ton avis, c'est quoi, quel QI va avoir l'enfant? Bah, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il a une chance sur 2 d'avoir 130 et une chance sur 2 d'avoir complètement autre chose. Alors en moyenne, il va avoir 115. Et rappelle-toi que c'est un spectre. Hein. Ouais. Voilà. Mais donc en gros, voilà, vu que tu n'hérites que 50% de tes parents, le reste après, ça te fait tendre vers la moyenne. Ok. Tu vois, si ça te paraît logique quand je le dis comme ça. Et d'accord. Mais ok, donc en gros, juste pour essayer de bien comprendre, il dit qu'en moyenne, il y a 50% de nos traits de personnalité qui sont hérités, qui sont héritables en tout cas. Ouais. Et du coup, vu qu'il y a 50% de non héritables qui sont liés au non-shared environment, donc qui sont liés à de multiples facteurs aléatoires, c'est ça. Ça fait que, vu qu'il y a la moitié qui est aléatoire, ça fait qu'il n'y a pas une forme de reproduction perpétuelle. C'est ça. Et le fait que si t'es tu vois, là c'est l'exemple du QI, si t'as un QI un peu élevé, bah tes enfants ils héritent que 50% de ça, et donc ça te ramène en fait vers la moyenne. Ok. Voilà. Donc ça c'était voilà ses premières conclusions, sa première partie. Mais juste, je sais pas, moi je reviens sur mon histoire du non-shared environment, de l'environnement non partagé, donc les expériences que l'enfant a hors de la maison. Et en gros, moi je maintiens quand même que les expériences que l'enfant a hors de la maison, elles sont quand même partiellement déterminées par les choix des parents, quoi. Oui, mais est-ce que tu le verrais du coup si si tu fais adopter des jumeaux par des familles différentes, ou même ou alors deux personnes qui sont pas liées génétiquement mais qui sont dans la même famille, du coup tu devrais voir une corrélation entre eux en fait. Oui, c'est vrai, d'accord. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que justement toute la partie 2 où il va expliquer un peu ces histoires de génétique un peu plus en détail, on va voir un peu les limites de ces choses-là, mais le problème c'est que ces études de jumeaux en fait c'est comme ça en fait. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire, à part j'ai vu certaines critiques qui disaient que c'était pas reproductible. Ouais. Mais honnêtement, pour avoir écouté pas mal de podcasts sur la génétique, pour avoir lu Pinker aussi, pour avoir c'est quand même, il y a quand même plus ou moins un consensus sur ces choses-là, quoi. Ok. Donc voilà, donc la partie 2, là, ça, il y a que 2 parties, hein, donc ça va pas durer 3 heures non plus. Peut-être qu'on va réussir à faire moins d'1 heure cette fois-ci. Donc la partie 2, c'est vraiment pour expliquer un peu comment ça marche, la génétique, et donner des outils en fait aux gens pour mieux comprendre. Donc là, Georges, je pense que tu es en train d'afficher je crois que c'est un schéma du bouquin que j'ai mis, mais à la rigueur, on peut le trouver un peu partout sur Google. C'est juste un schéma de l'ADN. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN, c'est
c'est en fait comme une échelle. C'est comme une échelle dans laquelle il va y avoir 3 milliards d'échelons. Et 3 milliards d'échelons qui sont divisés en 23 chromosomes. Et donc chaque chromosome fait à peu près 50 à 250 millions d'échelons. Voilà. Et il dit qu'en fait, on n'a pas 3 milliards d'échelons, on a 6 milliards d'échelons, car on a les chromosomes du père et de la mère. Voilà. Et en fait, il existe 4 types d'échelons, qui sont ce qu'on a appris en SVT, donc C, G, T et A, donc adénine, cytosine, guanine et thymine. Et donc en fait, c'est voilà, l'ADN, c'est on se fait chier là, on se fait chier. Je pense que les gens sont très contents d'apprendre ça. Non, mais en vrai, c'est relou, mais c'est important pour comprendre la suite. C'est que voilà, t'as ces échelons-là, et la manière dont ils sont alternés, en fait, ça code ton ADN, quoi. Okay. Et donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 99% de l'ADN entre toi et moi, il va être similaire, d'accord ? Et qu'il y a seulement environ 30 millions d'échelons qui vont avoir tendance à être différents entre toi et moi. C'est ouf, ça. Voilà, donc déjà, on est passé de 6 milliards à 30 millions. C'est-à-dire que l'humanité partage 99% de son ADN. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit aussi souvent, les histoires avec les singes, etc. Oui, et que genre on partage 50% de l'ADN d'une banane, je sais pas quoi. C'est marrant, tu vois. Et donc... ah, le bâtard, la banane. Donc voilà, donc du coup, en fait, c'est là où on comprend un peu la génétique, c'est qu'il y a que 30 millions d'échelons qui sont susceptibles de différer entre toi et moi. Et donc là, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de SNP, qui est le Single Nucleotide Polymorphism. Et en fait, c'est, d'après ce que je comprends, c'est chacun de ces échelons qu'on qualifie d'intéressant, parce que c'est un échelon qui a tendance à varier dans la population. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai vu des définitions où on disait, en gros, pour qu'un échelon soit un SNP, il faut qu'il soit au moins partagé par 1% de la population. Mais après, bon, il y a des gens qui sont un peu... qui trouvent que ça pourrait être 0,5, tu vois, genre ça pourrait être 0,1. Il y a les détracteurs. Voilà. Mais bon, en tout cas, faut retenir qu'un SNP, du coup, c'est un échelon important, en gros, qui a tendance à différer entre les gens. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas faire séquencer ton ADN dans une boîte comme 23andMe, dont on parlait tout à l'heure, pour 100 €, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent en fait tes SNP. Oui, d'accord. Parce que le reste, c'est pas intéressant puisque ce sera similaire à tout le monde. Voilà. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, moi, je vais que regarder les SNP, je vais pas regarder la totalité de l'ADN. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'ils regardent pas les 3 milliards d'échelons, mais ils regardent juste les 30 millions, j'avais dit. Ouais, voilà. Putain, on nous a menti encore une fois. Une fois de plus. Voilà. Et donc, ce qui est rigolo, c'est quand tu fais séquencer ton truc par 23andMe, en gros, il te donne les raw data. Donc, il te donne un fichier texte où, en gros, tu as tous tes SNP. Ouais. Donc, évidemment, il n'y en a pas 3 milliards, il y en a moins, quoi, parce que sinon, ça serait compliqué. Et donc, il parle d'un gène important, donc un SNP important à connaître. Et c'est le SNP de Alzheimer. Donc, c'est l'allèle qui s'appelle APOE, qui est en gros, si tu as la séquence qui s'appelle l'allèle 4 de ce gène-là, en gros, c'est fortement associé avec la maladie d'Alzheimer. Et en gros, si tu l'as, cette allèle-là, tu vas avoir 40% de chances d'avoir Alzheimer, plutôt que dans la population générale, c'est 15% de chances d'avoir Alzheimer. Ouais, donc tu vois, ça contredit un peu ce que tu as dit au début, que c'est des histoires de spectre et que c'est souvent des trucs multifactoriels. C'est l'exception, c'est la seule exception qui existe. Ah, le bâtard. C'est pour ça qu'il en parle. Ah, le bâtard. C'est que c'est quasiment un des seuls endroits où tu vas trouver un gène qui fait quelque chose. D'accord. Et d'ailleurs, il se laisse pas faire. Voilà. Et tu peux te faire niquer parce que tu peux aussi avoir deux fois. C'est-à-dire que tu peux avoir celui de ta mère et celui de ton père. Et si tu l'as 2 fois, c'est 1% de la population qui l'a 2 fois. Ouais, si tu l'as 2 fois, tu as 80% de chance d'avoir Alzheimer. Et ça peut piquer, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, c'est très, très rare d'avoir un gène qui a autant de poids. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment tu détermines, en fait, c'est quoi les gènes typiquement qui te rendent gros ou des choses comme ça. En fait, tu prends une énorme population, ça peut être 10 000 personnes, 100 000 personnes, 500 000 personnes, et tu vas regarder en gros les gens qui sont gros. Qu'est-ce qui diffère avec la population. Et comme justement, en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la plupart des gènes ont un tout petit effet, typiquement de l'ordre de 0,01%. D'accord ? En gros, il va te falloir des échantillons massifs de population pour réussir à déterminer tous ces petits gènes qui ont un tout petit peu
d'influence sur, par exemple, ici le poids, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des enjeux de, tu sais, ces boîtes-là qui séquencent l'ADN. Ouais. Il y a des enjeux de base de données. Et du coup, ça, j'avais du mal à mesurer. Mais tu vois, je lisais un peu sur Internet que, effectivement, il y a des laboratoires aussi qui collaborent entre eux pour partager leurs bases de données et les mutualiser. Ouais. C'est qu'effectivement, du coup, ce que tu dis, c'est que plus tu as de nombre de gens différents, enfin, plus tu as de nombre de gens dont tu as séquencé l'ADN, plus tu as les moyens d'identifier des tout petits effets. Des tout petits, c'est ça exactement, des tout petits effets et des liens de causalité entre certains gènes et certains symptômes. Exactement. Parce que, en fait, c'est. Ouais, d'accord, c'est marrant, c'est vraiment comme en informatique le A/B testing, quoi. C'est qu'en gros, tu as besoin d'un échantillon. En fait, c'est deux facteurs. C'est la taille de ton. En gros, si tu veux comparer deux choses et savoir laquelle marche le mieux, disons, ce que tu fais, c'est qu'il y a deux facteurs qui déterminent laquelle variante a gagné, par exemple, ou quelle variante est intéressante. Tu as un facteur, c'est la taille de ton échantillon. Donc, si tu compares 1000 personnes ou 10 millions. Et l'autre facteur, c'est les écarts entre la variante A et la variante B. Et en fait, c'est exactement ça pour l'ADN. C'est exactement ça, parce que si tu as 4 personnes dont 2 sont obèses et 2 sont pas obèses, et si tu as un gène qui joue à 70% sur l'obésité, ouais, tu vas le voir. Tu vas le voir, ouais. Maintenant, si tu as 1 million de gènes qui jouent à 0,01%, bah, tu vas pas les voir à 4 personnes. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Et en fait, on en vient à une notion aussi qui est fondamentale, qui est ce qu'on appelle le score polygénique. Et le score polygénique, en gros, c'est tu vas te faire séquencer ton ADN et on va te compter tous les gènes qui potentiellement vont faire en sorte que tu vas avoir un poids élevé. On va te faire séquencer, frère. Voilà, mais je t'ai dit, moi j'ai un jumeau, donc ça va bien se passer. Je contourne l'interdiction. Et donc du coup, en gros, le séquençage, ce qu'il te dit, c'est que tu vois, il va te dire, là, t'as ce gène-là qui joue pour 0,01% de devenir gros, t'as ce gène-là qui joue pour 0,02%, tu vois, et tu vas compter tous les SNP, du coup, qui augmentent ton poids. Et tu vas les pondérer évidemment par l'effet qu'ils ont, quoi, parce que tu as des gènes qui ont un effet de 0,5%, des gènes qui ont, voilà. Et à la fin, en fait, quand tu additionnes tout ça, ça te donne ce qu'on appelle le score polygénique. Voilà. Et donc on te dit, typiquement sur la taille qui était avec une héritabilité par exemple de 80% génétique, et toi, ton score polygénique, il te place sur t'as X chances d'être grand, quoi. Mais du coup, c'est intéressant, mais ça fait aussi assez peur. C'est-à-dire que, après, ça dépend de. Tu sais, quand on dit chaque gène a une micro-influence de l'ordre de 0,001. En fait, c'est en fonction de ce chiffre-là, de combien il y a de zéro après la virgule. C'est ça. Et du coup, en fonction de quel échantillon il faut avoir. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que dans un futur proche, si on a réussi à séquencer, par exemple, 1 milliard de personnes, ce qui n'est pas si idiot que ça, vu comment le prix du séquençage se réduit. Ouais. Tu pourrais te dire qu'à l'échelle nationale, de fait, quand quelqu'un naît, on lui séquence l'ADN, tu vois, ça pourrait exister si ça devient pas cher. Ouais. Et donc, en vrai, ça voudrait dire que si un jour on a un échantillon d'1 milliard, et du coup, on devient capable de prédire une grande partie de ces différents traits-là et de ces maladies-là, etc. C'est-à-dire que dès le début, tu sais précisément le mec c'est qui, sa compétence, etc. Et tu peux choisir dès le début la filière, etc. Enfin, ça a des vraies implications assez intéressantes du point de vue, par exemple, de guérir les maladies, et assez flippantes aussi du point de vue du conditionnement à la naissance, quoi. Alors, complètement. Mais en fait, là, je pense que là, c'est le moment où je vais décevoir tout le monde. C'est que aujourd'hui, typiquement, on avait dit le poids, c'est 70%. Aujourd'hui, on arrive à trouver que très très peu, à mon goût, de SNP qui vont jouer. Typiquement, le poids, c'est 70%. On sait expliquer que 15% de ces 70%. Okay. Enfin, pas 15% de 70, mais 15 sur ces 70 de SNP qui jouent sur le poids. C'est-à-dire que, pour être très clair, c'est-à-dire qu'on sait avec les études de jumeaux que c'est 70%. Ouais, si tu peux expliquer bien depuis le début, parce que je pense que c'est... Voilà. Si t'as un peu décroché, c'est dur. Ouais, donc en gros, le poids, c'est à 70%. Voilà. Et ça, on le sait avec les jumeaux qui ont été élevés par des familles séparées, qui ont été adoptés à la naissance. Voilà, donc ton poids, il est déterminé à 70% par tes parents et du coup par ton aspect génétique. Et ça, on le sait grâce aux jumeaux. Voilà. Maintenant, si on essaye de compter en fait tous les SNP ou tous les échelons qui vont avoir une influence génétique sur le poids, et qu'on les additionne, par exemple, celui-là il a 1%, celui-là il a 0,5%, machin, et ben on arrive que à 15%.
sur ces Ouais. 70. Donc en gros, on sait que le poids c'est déterminé à 70% par tes gènes. Par contre, on ne sait pas quel gène précisément détermine ces 70%. Et on sait uniquement 15 de On ces... sait uniquement 15%, et en fait, c'est un truc qui s'appelle le missing heritability, donc le problème de l'héritabilité manquante. Et donc, en gros, ben voilà, il y a, là dans ce cas précis-là, il y a 55% de l'héritabilité. En fait, on ne sait pas où elle est, c'est quel SNP. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est en fait, c'est juste un problème de data, il faut juste plus de monde. Et le mec avait l'air de dire quand même, je sais pas si on n'est pas en train d'arriver à un mur quand même, parce que ceux qui étaient faciles à trouver, on les a trouvés, et les autres, on sait pas où ils sont, quoi. Et donc, j'ai vu un podcast avec ce gars où on lui posait la question, mais si tu voulais trouver un truc avant de mourir, c'était quoi? Et en gros, il disait, c'est régler le problème de l'héritabilité qui manque, quoi. De la missing heritability. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire que, vous savez, on avait dit que c'est 50% environ l'héritabilité des traits psychologiques. C'est même plus intéressant de savoir que en gros, ils sont quasiment tous au-dessus de 50% d'héritabilité. Et lui, il donne les 5 meilleurs prédicteurs avec le score polygénétique en psychologie. Et donc, les 5 meilleurs, c'est schizophrénie, 7%. D'accord, pas 50, 7. Bipolaire, 3%. Dépression majeure, 1%. Alzheimer, 5%. Et réussite dans ton éducation, 9%. Donc on voit que sur les 5 plus hauts, on est très loin de pouvoir atteindre ce qui a été prévu par les jumeaux. Et donc ça, c'est le Missing Heritability Gap que le mec va s'empresser d'essayer de comprendre avant sa mort. C'est la quête d'une vie, quoi. Voilà. Donc 5 choses à retenir en ce qui concerne la façon dont ils pensent que ces trouvailles vont affecter le domaine de la psychologie. C'est que là, on va pouvoir commencer à parler de causes au lieu de symptômes quand quelqu'un a un souci. On va pouvoir parler de dimension. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de spectre. C'est plus on-off. Tu n'es pas schizophrène. Et donc ça, c'est hyper intéressant. On va parler de spectre. Ouais. Et on va pouvoir aussi proposer des traitements, donc ça c'est le 3e point, qui conviennent à certains génotypes et pas à d'autres. C'est-à-dire que tu peux être déprimé, mais tu peux être tu peux répondre moins bien à certains traitements qu'à d'autres, quoi. Ouais. On va pouvoir shifter le traitement, l'attention du docteur du traitement vers la prévention. C'est-à-dire que, attention, si tu as telle ou telle maladie, prends pas trop d'alcool, prends pas trop de weed. Si tu as tel ou tel gène, tu veux dire. Tel ou tel gène, ouais. Ah oui, putain. T'es le lapsus de ouf. Si tu as tel ou tel gène qui risque de... Voilà, faut faire attention à ce que tu fais. Et au contraire, lui dit, ça peut aussi mettre en lumière le côté positif de certaines choses. C'est quoi l'inverse de hyperactif, tu vois? Est-ce qu'il y a pas en gros un comportement qui pourrait être mis sur un piédestal? Et en gros, lui, il dit, en général, c'est surtout ce qui doit être mis sur un piédestal, c'est surtout les comportements intermédiaires, parce que c'est quoi l'extrême inverse de hyperactif? Ça doit pas être un truc ouf non plus, tu vois. Ouais. Donc tu dois être genre t'es hyper gland, quoi. T'es un gland, quoi. Donc voilà. On en connaît certains. Ouais, on a plein de potes qui répondent genre au cahier des charges, tu vois. Ok. Donc voilà, donc juste pour conclure, voilà, des grosses trouvailles qui sont beaucoup d'effets environnementaux sont en fait génétiques. Voilà, un enfant qui aime qu'on lui lise, on va lui lire. L'héritabilité, ça augmente avec l'âge. La normale est normale, donc les choses sont un spectre. Les mêmes gènes vont jouer sur plein de traits différents. Ça, j'en ai pas assez parlé, mais effectivement, on n'a que 30 millions de SNP, et chacun fait énormément de trucs. Donc le game, ça va pas être juste de prendre un gène et de le remplacer, parce que sinon tu vas foutre la merde. Hein. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et l'environnement partagé, donc dernière chose très importante, l'environnement partagé ne fait pas la différence en moyenne. Voilà. Et donc lui, il dit qu'il a fini par dire, il a fini par écrire ce livre pour qu'on puisse ouvrir la discussion sur l'ADN et la génétique, pour donner des bases aux gens. Il dit que c'est un sujet qui est bien trop important pour être laissé uniquement aux généticiens. Voilà, et que c'est bien que les gens commencent à avoir un peu les ordres de grandeur en tête et à savoir comment ça marche et où est-ce qu'on va, et quand il y a des questions éthiques,
comment on fait pour choisir. Ouais, c'est Et bon. voilà. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé parce que. Non, ouais, parce que je pense c'est vrai qu'il y a pas mal de mysticisme, tu vois, autour de la question de la génétique, tu vois. Ouais. Genre, bah déjà, vu que c'est un petit côté effrayant aussi, genre, c'est un petit côté science-fiction, genre, Ouais, oui, je carrément. joue avec la génétique, etc. Ça fait un peu le meilleur des mondes ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, ouais, lui, c'est assez cool parce que il te dit concrètement que c'est vrai, que c'est important et que ça détermine plein de choses, mais il te dit aussi parallèlement qu'il y a plein de choses que ça détermine pas et aussi que la science n'est peut-être pas aussi avancée que ce qu'on croyait et que du coup, tous les fantasmes un peu qu'on a dessus, il les factualise, tu vois, et c'est intéressant d'avoir cette vision-là, quoi. Ouais, c'est bien résumé. Et moi, j'avoue que j'avais les grandes lignes en tête, mais genre ça permet quand même vraiment. Enfin, moi, il y a plein de trucs que j'ai appris, ça permet vraiment de replacer Ouais. pas mal de trucs, notamment le fait qu'en fait, si tu veux, si t'as 5 embryons et que tu veux modifier un gène, genre pour qu'il soit plus intelligent ou quoi, c'est mort en fait. Oui. Tu vois, Ouais, exactement. Tu vois. c'est juste mort, tu vois. Et ça, genre, si on lit T'oublies, quoi. et ça, si on lit les médias, enfin, moi, j'avais l'impression que c'était pas si lointain que ça, tu vois. Ouais, moi le aussi, moment où on moi arriverait aussi, à ça, moi tu aussi, moi aussi. vois. Et en fait, non, genre, ça va, tu vois. on est un peu tranquille. Je pense qu'on va mourir du réchauffement climatique bien avant, tu vois. Sur ce, on s'arrête là. Merci. Allez. Salut.